Sa maison s'effondrait dans la neige, jusqu'à ce qu'un gunslinger silencieux lui offre son abri. Elle n'avait plus rien, ni famille, ni nourriture, et à peine un toit au-dessus de la tête de son enfant. Tandis que la neige engloutissait sa maison et que la ville lui tournait le dos, elle se préparait à une dernière nuit dans le froid. Mais alors, à travers le silence blanc, apparut un homme que personne ne connaissait vraiment. Un homme qui ne parlait pas. Un homme avec des cicatrices et une cabane bâtie pour un seul. Ce qui se passa ensuite allait tout changer. La tempête et l'ombre. Le vent avait des dents ce matin-là, des choses acérées et amères qui mordaient les jointures en bois de la cabane comme des loups rongeant des os fatigués. Elle se tenait près de l'âtre, attisant un faible feu avec un bâton trop fin pour le remuer, enveloppé dans une couverture qui avait appartenu à son défunt mari. Elle sentait le moisi et les souvenirs froids. L'enfant toussa de nouveau. Un son sec et rauque qui semblait trop grand pour une si petite poitrine. Il n'y avait plus de bois, plus de viande. Et la neige dehors montait à mi-hauteur de la porte, faisant paraître l'idée d'aller chercher quoi que ce soit plus proche du suicide que de la survie. Elle vérifia les poutres au-dessus. Une autre fissure avait traversé le plafond pendant la nuit. L'eau tombait en gouttes lentes et rythmées sur le sol de terre. Elle plaça une tasse en étain en dessous, non pas parce que ça aidait, mais parce que ça lui donnait l'impression de ne pas avoir abandonné. Elle n'avait pas toujours vécu ainsi. Il fut un temps où les habitants du village lui faisaient signe dans la rue. Quand son mari portait encore des seaux du puits et que leur petite fille avait les joues roses. Mais la pneumonie l'avait emporté l'hiver dernier. Et la gentillesse avait disparu avec le printemps. Maintenant, les citadins traversèrent la route pour l'éviter. Ils disaient qu'elle mendiait trop souvent, qu'elle devrait partir, trouver de la famille ailleurs. Mais il n'y avait pas d'ailleurs, juste cette cabane délabrée et une tempête qui n'avait pas cessé depuis 3 jours. Elle s'appuya contre le cadre de la porte et regarda sa fille, dormant sous toutes les couvertures qu'elle possédait. Ses lèvres étaient pâles, sa peau moite, et pourtant elle frissonnait. Le nom de la femme n'avait pas d'importance. Plus maintenant, personne ne l'utilisait. Ici, dans ce lieu enneigé et sans nom, elle n'était que ça, la femme trop fière pour mendier et trop têtue pour mourir. Ses mains lui faisaient mal de froid, alors qu'elle soulevait le panier à bois vide. Elle ouvrit la porte avec effort, poussant contre la neige qui avait gelé au cadre. Le vent hurla comme un cri trop longtemps emprisonné. Elle sortit pieds nus. Peu importait maintenant. L'engourdissement valait mieux que la douleur. Elle n'alla pas loin, juste après le bord du porche, quand ses genoux la lâchèrent. Elle s'agenouilla dans la neige, non pas en priant, juste, immobile, comme si en ne bougeant pas, le ciel oublierait de faire tomber plus de neige. Comme si en restant assez silencieuse, le froid la contournerait et la laisserait tranquille. C'est là qu'elle le vit, une forme dans les arbres, grande, immobile, enveloppée dans un long manteau délavé tirant sur le gris. Un chapeau à large bord dissimulait le visage. Elle cligna des yeux, incertaine si c'était réel. Mais ça ne disparut pas. L'homme ne parla pas, ne bougea pas. Il se contenta de regarder un moment, comme un fantôme étudiant le dernier souffle d'une âme. Puis, sans un mot, il se retourna et disparut dans le blanc. Mais là où il s'était tenu, se trouvait maintenant un paquet, du bois de chauffage, fraîchement coupé, sec. Elle le traîna à l'intérieur avec des doigts gelés, alluma un nouveau feu, et pour la première fois depuis des jours, sa fille cessa de frissonner. Elle ne savait pas qui il était, mais d'une manière ou d'une autre, elle savait, il reviendrait. Une visite imprévue. Le feu crépitait de nouveau comme quelque chose de vivant. Sa fille était étendue sous les couvertures, son souffle maintenant assez chaud pour embuer la tasse en étain près de son visage. Mais la femme ne pouvait pas se reposer. Pas encore. Le bois de chauffage, aussi béni fût-il, ne durerait pas plus de 2 nuits, et il n'y avait aucune promesse qu'il reviendrait. Peut-être était-ce un coup de chance. Peut-être lui avait-il donné tout ce qu'il avait. Peut-être l'avait-elle complètement halluciné. Et le bois était un cadeau de la tempête elle-même. Elle s'enveloppa dans le manteau de son mari. Il sentait encore le cheval et le tabac, et sortit le vieux traîneau de sous les planches du plancher. Avec une corde nouée à une extrémité et rien que de l'espoir à l'autre, elle se dirigea vers la ville.
Chaque pas s'enfonçait profondément dans la neige, ses bottes craquant à travers la croûte de glace. Le vent lui mordait les joues jusqu'à ce qu'elles brûlent. Ses mains lui faisaient mal, mais sa mâchoire se serrait davantage. Elle n'entra pas en ville comme une mendiante. Elle marcha comme quelqu'un avec juste assez de fierté pour gêner les gens. Le premier endroit qu'elle essaya fut le magasin général. Le vieux McAllister se tenait derrière le comptoir, la lampe à huile projetant des ombres sur ses bajoux. Il la regarda à peine. « J'ai un enfant malade, dit-elle, la voix basse. Si vous avez des restes, des os même, je travaillerai pour les payer. » Il secoua la tête avant qu'elle n'ait fini. « Pas de place pour la charité aujourd'hui. Vous vendez du bois de chauffage ?» Il haussa les épaules. « Tout vendu hier. » Elle hocha la tête une fois, tourna les talons. Elle ne supplia pas. Elle ne le ferait pas. Ensuite, elle s'arrêta à l'église. Le pasteur Red balayait la neige des marches de la chapelle, sa barbe blanche comme la cendre. Il marqua une pause en la voyant, l'expression illisible. Elle garda sa voix ferme. « Ma fille est malade. Nous aurions besoin d'aide. » Il baissa les yeux vers ses bottes. Cuir craquelé, trempé. « Vous n'êtes pas venu dimanche. Je ne pouvais pas la laisser seule. »« Il y a d'autres personnes dans le besoin aussi, » dit-il. « Le Seigneur pourvoit, mais nous ne sommes pas son seul troupeau. » Elle sentit les mots la poignarder, mais ne dit rien. Elle hocha la tête à nouveau et partit. Le vent se leva derrière elle, la poussant presque à rebrousser chemin. Elle s'arrêta devant 3 autres maisons. Les portes restèrent closes, les rideaux bougèrent. Une femme regarda par la fenêtre, puis éteignit silencieusement sa lanterne. Lorsqu'elle atteignit la sortie de la ville, le traîneau était aussi vide qu'à son arrivée. Sauf que maintenant, il portait quelque chose de plus lourd. La honte. Elle n'avait pas pleuré depuis des semaines, mais maintenant les larmes lui brûlaient les joues, se mêlant aux flocons de neige. Non pas par pitié, par rage. Pas une âme n'avait demandé le nom de sa fille. Sur le chemin du retour, près du coude de la route, où le vieux pin se fendait en deux, elle vit quelque chose à nouveau. L'homme. Même long manteau, même chapeau large. Il lui tournait le dos cette fois, agenouillé près d'un arbre. Il semblait couper quelque chose. Elle ne l'appela pas. Elle resta juste là, respirant difficilement. Il se tourna légèrement, la regarda, toujours pas de mots. Mais quand il se leva et s'écarta, c'était encore là. Une autre pile de bois, cette fois plus grande. Elle ne demanda pas pourquoi, n'osa pas. Il hocha la tête une fois vers le bois, puis remonta la colline en silence. Elle traîna le traîneau en avant, le cœur battant, non pas à cause du froid, mais à cause de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. L'espoir, peut-être, et quelque chose de plus profond que ça, quelque chose de silencieux, quelque chose qui observait, écoutait et donnait. Une présence silencieuse. Les nuits restaient cruelles. Mais maintenant, le feu ne s'éteignait plus avant l'aube. Elle coupa elle-même une partie du bois, prenant soin de ne pas réveiller sa fille. Ses mains se couvrirent d'ampoules, mais elle ne se plaignit pas. Les joues de la fillette avaient retrouvé des couleurs. C'était suffisant. La femme ne savait plus quel jour on était. Le temps s'était effondré sous la neige, repliant les heures dans un flou de froid et de silence. Mais une chose était devenue claire. Quelqu'un veillait sur elle. Quelqu'un qui ne voulait ni remerciement, ni prière, ni même un nom. Elle tenta une fois de suivre ses traces le matin après le 2e paquet. Mais la neige les avait déjà recouvertes, disparues comme un fantôme. Elle commença à remarquer de petites choses. Une peau de lapin laissée suspendue à une branche basse. Une bobine de ficelle laissée sur un poteau. Chaque objet utile. Chaque geste anonyme. L'homme n'apparaissait jamais de près, mais elle le sentait. Comme une montagne se sent observée par la lune. Puis, un après-midi, elle entendit des sabots. Non pas un, plusieurs. Elle regarda par la fenêtre, le cœur battant. Non pas d'espoir, mais d'alarme. Un groupe de cavaliers se dirigeait vers les cabanes, des hommes de la ville. Elle en reconnut au moins 2. Son corps se tendit. Elle sortit avant qu'ils ne puissent frapper. Ils arrêtèrent leurs chevaux à quelques mètres, les yeux vifs, la bouche tordue d'une désapprobation polie. L'un d'eux, un homme nommé Dick Martin, inclina son chapeau mais ne sourit pas. « On a appris que quelqu'un vous apportait du bois de chauffage. » Elle ne dit rien. « On s'assure juste, continua-t-il, que vous n'occupez pas le terrain de quelqu'un d'autre. C'est la propriété de mon mari, dit-elle fermement.
Depuis avant la guerre. Il n'est plus en vie, répliqua Dec. Et d'après ce que j'ai entendu, la cabane de quelqu'un d'autre vous tient chaud ces derniers temps. Son sang se glaça plus vite que l'air. Il savait. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'un des chevaux hennit et recula d'un pas. Les hommes se tournèrent. Au bord des arbres, il se tenait, l'homme silencieux, immobile comme une pierre, une main posée sur la crosse de sa carabine, l'autre à son côté. Il n'avança pas, ne parla pas. Il resta juste là, comme s'il avait poussé des pins. Les cavaliers ne rirent pas, n'appelèrent pas. Quelque chose dans l'air changea, dès que s'éclaircit la gorge. On ne cherche pas d'ennui. L'homme ne cligna pas des yeux. Un par un, les chevaux tournèrent. Les hommes suivirent, grommelant, leur bravade s'estompant à chaque battement de sabot dans la neige. Elle resta dans le silence qui suivit, la poitrine haletante. Quand elle se retourna vers les arbres, il avait disparu. Cette nuit-là, elle laissa un morceau de pain de maïs sur la souche près de la route. Il avait disparu le matin. Une nouvelle porte. La tempête se calma. Pendant un temps, les jours passèrent sur un rythme tranquille. Couper, porter, faire bouillir, nourrir. Sa fille recommença à rire doucement et d'une voix rauque. La femme commença à fredonner, des chansons calmes, sans paroles, juste des souvenirs. Mais la cabane était toujours cassée. La porte, gonflée par la neige, refusait de se fermer complètement maintenant. Elle penchait sur ses gonds comme un vieil homme avec une mauvaise jambe. Chaque nuit, elle devait caler du bois de chauffage contre elle pour empêcher le vent d'entrer. Elle colmata les fuites avec des chiffons et de la résine, mais le froid s'infiltrait comme un voleur. La seule chose qui tenait l'endroit ensemble maintenant, c'était la volonté. Elle n'avait aucune intention de retourner en ville. Pas après la façon dont il l'avait regardée. Le seul sentier auquel elle faisait confiance maintenant était celui qui menait à la crête, celui où il disparaissait. Alors, un matin, lorsque le ciel était exceptionnellement clair et le vent simplement froid au lieu d'être cruel, elle enveloppa sa fille dans toutes les épaisseurs qu'elle possédait, l'embrassa sur le front et murmura « Je serai de retour avant que le feu ne s'éteigne ». Puis elle suivit le sentier. Il n'était pas facile à trouver, mais elle avait appris à le lire. Comment la neige s'abaissait légèrement là où ses bottes avaient pressé, comment les branches des arbres se déplaçaient subtilement, comme si elles étaient courbées par un souvenir. Elle marcha lentement, prenant soin de ne pas déranger ce qui lui semblait sacré. Après environ 1 kilomètre, les arbres s'ouvrirent pour révéler une structure nichée entre 2 collines. Une cabane, plus grande que la sienne, plus solide. De la fumée s'élevait de la cheminée en ligne droite. Le toit ne s'affaissait pas. La porte était bien fixée dans son cadre. Elle s'arrêta au bord de la clairière. Elle ne frappa pas. Elle attendit simplement. Des minutes passèrent, puis la porte s'ouvrit. Il se tenait là, même large chapeau, même manteau usé. Il n'eut pas l'air surpris. Elle leva une main dans un petit signe presque maladroit. « Je voulais juste voir, » dit-elle, la voix tendue. « Où vous alliez ?» Il ne répondit pas. Il se contenta de s'écarter. Elle hésita, puis avança. À l'intérieur, la chaleur était constante. L'espace simple, net, un lit simple dans le coin, des outils accrochés avec soin, une carabine au mur. Une marmite en fonte mijotait sur un feu doux. Il lui tendit une tasse en bois, quelque chose de chaud à l'intérieur. Elle en but une gorgée, fort, amer, mais chaud. Toujours pas de mots. Ils restèrent assis ainsi un moment. 2 personnes avec trop de souvenirs et personne pour les entendre. Finalement, elle murmura « Merci » pour le bois et le silence. Ses yeux tressaillirent. Juste 1 seconde. Puis il se leva, alla dans un coin et ramassa quelque chose. Une planche de bois, rabotée et propre. Il passa devant elle, sortit. Elle le suivit. Il montra du doigt la colline, vers sa cabane. La planche était pour sa porte. Il ne demanda pas. Il commença juste à marcher. Il marchait devant elle avec le même rythme régulier, mesuré, silencieux, presque mécanique. La planche de bois reposait sur son épaule, mais il avançait comme si elle ne pesait pas plus que la neige sur son manteau. Elle ne parla pas pendant qu'il marchait, ni lui. Les mots avaient perdu leur place entre eux. Ici,
Le langage avait été remplacé par quelque chose de plus silencieux, la façon dont il jetait un coup d'œil en arrière pour s'assurer qu'elle suivait, la façon dont elle ajustait son pas pour correspondre au sien. Même le vent semblait se taire alors qu'ils montèrent la crête. Lorsqu'ils atteignirent sa cabane, elle la vit soudain à travers ses yeux. La porte penchait d'un côté, meurtrie et gorgée d'eau. Les fenêtres étaient rapiécées avec du tissu et du papier ciré. Le toit s'affaissait comme un dos fatigué. Ça ressemblait moins à une maison qu'à une dernière résistance. Pourtant, de la fumée s'échappait de la cheminée. Le visage de sa fille apparut à la fenêtre une seconde, les yeux écarquillés puis disparus. L'homme posa la planche près de la porte, s'accroupit à côté du cadre et passa ses doigts gantés le long du bois. Son regard était vif, mais calme. Elle pouvait presque l'entendre penser, non pas en mots, mais en solutions. Pas de jugement, juste de l'action. Il se leva de nouveau et regarda autour de lui, aperçut ses outils empilés à côté du bois de chauffage. Sans demander, il saisit le marteau et une boîte de clous rouillés. Elle observa de côté, les bras croisés contre le froid. Il travailla méthodiquement, dégageant la porte en quelques coups sûrs. Chaque mouvement était précis, comme quelqu'un qui avait déjà fait ça, beaucoup de fois. Elle voulait aider, mais ne le fit pas. Il n'avait pas besoin d'aide, il avait besoin d'espace. Les minutes passèrent avec seulement le bruit du bois sur le bois, du métal sur le métal, le grognement occasionnel alors qu'il enfonçait un clou tenace à travers un nœud. Au moment où il eut fini, la nouvelle porte se referma proprement et solidement. Elle tendit la main, la pressa doucement. Clic. Elle se ferma complètement, silencieusement, sans résistance. Le son la fit presque pleurer. Il ramassa les restes brisés de l'ancienne porte et les appuya contre le côté de la cabane. Puis il épousseta ses gants et commença à repartir par le chemin qu'ils avaient emprunté. Elle s'avança, le cœur battant pour des raisons qu'elle ne comprenait pas entièrement. « Vous n'avez pas à partir, dit-elle, sa voix douce, à peine audible au-dessus du vent. Il y a du ragoût et il fait chaud. » Il s'arrêta, ne se retourna pas, n'hocha pas la tête. Mais après un moment, il revint. Le silence, qui tient chaud. À l'intérieur, l'air sentait les herbes et les pommes de terre bouillies. Elle alluma une deuxième bougie et plaça un bol ébréché sur la table, en face de celui de sa fille. La fillette le regarda, les yeux écarquillés, alors qu'il entrait, silencieux comme une ombre. Il ôta son chapeau, mais pas son manteau, s'assit sans un mot et mangea lentement. Il ne complimenta pas la nourriture, ne jeta pas un coup d'œil autour de la cabane, mais quelque chose dans la façon dont il prenait chaque bouchée, délibérée, régulière, ressemblait à de la confiance. Sa fille tendit une petite main à travers la table, lui offrant un bouton qu'elle avait trouvé plus tôt dans la neige, brillant, inutile. Il le regarda la fillette, puis le prit et le plaça soigneusement dans sa poche. La femme sentit son souffle se couper. Après le repas, il se leva, remplit la bouilloire de neige, puis se dirigea vers la porte. Il fit une pause avant de partir, la main posée sur le nouveau bois qu'il avait installé. Il ne regarda pas en arrière. Mais avant de sortir, il toucha le bord de son chapeau. Juste une fois, cette nuit-là, le vent hurla de nouveau. Mais il ne passait plus par les fissures. Et pour la première fois depuis des semaines, elle dormit, non pas dans la peur, mais dans l'attente, des gestes muets. Les jours qui suivirent semblèrent différents. Pas plus chaud, l'hiver s'accrochait toujours à la terre avec des griffes de glace, mais plus silencieux, comme si la tempête s'était déplacée du ciel vers un endroit plus doux, interne. Il revint, pas tous les jours, mais assez souvent pour qu'elle cesse de tressaillir au bruit de pas dans la neige. Il ne frappait jamais, n'attendait jamais. Il apparaissait simplement, parfois au crépuscule, parfois à l'aube, portant de petites choses. Un sac d'avoine, une bobine de fil, un sac de clous, une boîte de baies séchées. Toujours des choses dont elles avaient besoin. Jamais des choses qu'elles demandaient. La femme commença à préparer un bol supplémentaire sans y penser. La fillette commença à se tenir plus droite quand il entrait, sa toux se transformant en rire. Une fois, elle lui offrit un dessin. 2 bonshommes bâtons sous un arbre, l'un grand avec un large chapeau. Il le prit sans un mot, le plia, le glissa dans son manteau comme s'il s'agissait d'or. Il parla une fois. Elle raccommodait une déchirure dans le manteau de sa fille près du feu quand elle demanda doucement «
Vous vivez seul là-haut » Il fixa les flammes un instant. Puis, « Ils m'ont laissé. » Juste ça. Elle ne demanda pas qui ils étaient, ne força pas. Le silence qui suivit fut plus lourd que la neige, mais ne semblait pas cruel. Il semblait sacré, comme si on lui avait donné un morceau de quelque chose de rare. Elle lui dit son nom cette nuit-là, non pas parce qu'il l'avait demandé, mais parce que le silence était devenu trop tendre pour rester sans nom. « Claire », dit-elle, en séchant les cheveux de sa fille. Il leva les yeux, hocha la tête une fois. C'était suffisant. Un matin, elle trouva un lapin déjà écorché et nettoyé, suspendu près de la porte. Un autre jour, la chaise cassée près de l'âtre avait été réparée pendant la nuit. Il allait et venait comme une ombre. Mais les ombres ne construisent pas d'étagères, ne réparent pas de bottes, ne portent pas d'enfants malades pendant la nuit quand ils crient dans des rêves fiévreux. Lui, si. Un soir, une rafale de vent soudaine fit éclater la fenêtre arrière, brisant la dernière vitre de la maison. Elle se précipita pour la couvrir avec de la toile de jute, les mains tremblantes. La fillette pleurait. Il fut là en moins d'une heure. Il cloua de nouvelles planches, scella les bords avec de la cire, ne parla jamais, n'enleva même pas son manteau. Mais avant de partir, il se tourna vers la fillette et lui tendit quelque chose enveloppé dans un tissu. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un cheval en bois sculpté, rugueux mais détaillé. Ses petits doigts traçaient les lignes de la crinière. « C'est vous qui l'avez fait ?» demanda Claire, surprise. Il ne répondit pas, mais sa main tressaillit légèrement, puis retomba. Plus tard cette nuit-là, après que sa fille se fut endormie, serrant le cheval contre sa poitrine, Claire resta seule près du feu. Elle regarda la porte. Elle était fermée, verrouillée. Le vent restait dehors, et pourtant, sa poitrine se sentait trop pleine. Elle ne savait pas si c'était le chagrin ou la gratitude, ou quelque chose d'autre entièrement, quelque chose de fragile qui se formait en silence. Un passé révélé. Le vent hurla de nouveau cette nuit-là, pressant contre la cabane comme un ivrogne essayant de forcer son chemin. Mais les murs tinrent, le toit ne fuyait pas, la porte ne tremblait pas. À l'intérieur, le silence était chaud. Claire remua le ragoût d'une main, l'autre peignant doucement les cheveux humides de sa fille. La fillette s'était endormie sur le tapis, le cheval en bois, serré sous un bras comme un secret. De l'autre côté de la pièce, il était assis dans la chaise près du feu, sa chaise maintenant, bien que personne ne l'ait jamais appelé ainsi à voix haute. Il avait enlevé son manteau plus tôt, l'avait accroché au crochet près de la porte. C'était la première fois qu'elle le voyait sans. Sa chemise était simple, mais usée par endroits. Une manche était légèrement retroussée, révélant un avant-bras couvert d'anciennes cicatrices. Certaines droites, d'autres dentelées, comme des histoires à moitié effacées. Mais c'est son dos qui la fit s'arrêter. Elle tourna légèrement la tête, faisant semblant de vérifier la marmite. Ses yeux s'attardèrent. Sur ses omoplates, sous le tissu qui lui collait à la peau dans la lumière du feu, il y avait des lignes, profondes, dures, non naturelles, pas d'une chute, pas d'un combat. Des marques de fouet, anciennes, estompées, mais indubitables. Elle ne dit rien, mais en elle, quelque chose changea. Un poids qu'elle n'avait pas supporté se mit en place, comme une pièce de puzzle comprenant enfin sa place. Il avait été blessé, par des gens, par des systèmes, par quelque chose dont il ne parlait toujours pas. Il se tourna légèrement, sentant son regard. Leurs yeux se rencontrèrent. Elle ne détourna pas le regard, lui non plus. Il n'y avait aucune honte dans son expression, pas de fierté non plus, juste l'immobilité, comme s'il avait vécu avec ses cicatrices si longtemps qu'elles ne piquaient plus. « J'étais à Yuma une fois », dit-elle doucement. « Mon mari y était en poste pendant une saison. » Il ne répondit pas, mais sa mâchoire se tendit. Je me souviens du bruit que faisaient les chaînes, celles des prisonniers sur la ligne de travail. Je les entendais la nuit. Mon mari disait de ne pas trop y penser. Toujours pas de réponse, mais il se leva lentement, se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. La neige avait recommencé à tomber, des flocons doux, légers comme des plumes. Le genre de neige qui ne criait pas mais murmurait. « Vous vous êtes évadé ?» demanda-t-elle, à peine au-dessus d'un souffle. Il ne bougea pas pendant longtemps. Puis, enfin,
Ils m'ont laissé partir, après 11 ans. Ils ont dit que je ne valais plus la peine d'être gardé. Les yeux de Claire piquaient, pas à cause de la fumée. Elle s'approcha, se tint à côté de lui, proche mais sans le toucher. Le silence entre eux n'était plus vide. Il était plein, lourd, vivant. « Vous valez la peine d'être gardé » dit-elle. Les mots semblèrent trop audacieux au moment où ils quittèrent ses lèvres. Mais elle ne les reprit pas. Il ne répondit pas. Il la regarda simplement. Et dans ce regard, il n'y avait pas de peur, pas de dérobade. Juste un homme qui avait été brisé et reconstruit avec du bois, du silence et de discrets actes de tendresse. La nouvelle familia. Ils arrivèrent juste après le lever du soleil. 5 cavaliers, enveloppés de couches de fourrure et de suspicion, leurs chevaux soufflant des nuages de vapeur alors qu'ils approchèrent de la cabane. Le bruit des sabots sur le sol gelé suffisait à faire trembler les cuillères dans le placard. Claire sortit avant qu'il n'atteigne le porche, les bras croisés fermement sur sa poitrine, non par peur, mais par résolution. Elle savait pourquoi ils étaient là. Elle savait comment fonctionnait cette ville. Quand elle ne pouvait pas posséder quelque chose, elle essayait de le détruire. Dick Martin menait le groupe, même cheveux gominés, même voix suffisante masquant à peine la pourriture en dessous. « Bonjour », dit-il, inclinant son chapeau avec une politesse moqueuse. « On a appris que vous aviez de la compagnie. » Elle ne répondit pas. Il jeta un coup d'œil à la porte réparée, à la fumée s'élevant régulièrement de la cheminée, aux empreintes de bottes dans la neige menant au et venant des collines. On dirait que quelqu'un s'est installé là où il ne devrait pas. Claire garda son regard fixe. « Nous ne dérangeons personne. »« C'est le problème, madame, » répliqua Deck, balançant une jambe par-dessus sa selle et descendant à terre. « Il n'a pas sa place ici. Aucune loi ne dit qu'il peut rester. Aucune loi ne dit que vous pouvez le garder non plus. » Un deuxième homme rit. « Les gens parlent, vous savez. Ils disent que c'est un forçat évadé. Ils disent qu'il a tué des hommes, brûlé des fermes. » « Laissez-les parler, » lança Claire, plus sèchement qu'elle ne l'avait voulu. « Ce ne sont pas eux qui nous ont apporté de la nourriture quand nous mourions de faim, ou coupé du bois quand le bébé toussait du sang. Peut-être qu'il achetait votre silence, » dit Deke. Ou pire, elle fit un pas en avant. « Il ne nous a rien donné qu'il n'ait construit de ses propres mains, rien qu'il n'ait laissé à la porte. » Les autres commencèrent à descendre de cheval. L'un tira une corde de sa sacoche de sel. Le cœur de Claire battait la chamade. Et puis, il apparut. Au début, ce n'était que le son. Des bottes craquant dans le givre, un manteau frôlant des branches sèches. Mais les hommes l'entendirent aussi. Les têtes tournèrent. Il sortit des arbres comme quelque chose taillé dans la terre elle-même. Manteau déboutonné, chapeau bas, carabine en bandoulière mais non levée. Il ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Le regard dans ses yeux suffisait à vider la chaleur des visages des hommes. Il passa devant Claire, lent et régulier, et se tint au bas des marches. Il resta juste là, observant. Deck se déplaça sur ses pieds. « On ne veut pas d'ennui. » Pas de réponse. L'homme laissa sa main reposer sur la carabine, non pas menaçant, juste un rappel. Juste, s'assurer qu'elle est en sécurité, c'est tout, marmonna Dick. Claire rit une fois, sèchement et amèrement. En sécurité, contre vous, ils reculèrent, un par un, montant lentement, les yeux allant et venant entre l'homme silencieux et la femme à ses côtés. Quand ils s'éloignèrent, personne ne parla pendant longtemps. Finalement, Claire se tourna vers lui. « Vous n'étiez pas obligé de venir ici. » Ses yeux ne quittèrent pas l'horizon. « Je viens toujours quand il neige. » Elle cligna des yeux. « Pourquoi ?» Il la regarda alors. « Vraiment. Parce que c'est là que les gens sont laissés pour compte. » Après que les hommes eurent disparu, le monde ne retrouva pas le silence, il s'y installa, comme si même le vent avait vu ce qui s'était passé entre eux et avait choisi de rester immobile un peu plus longtemps. Claire le regarda un instant, pas comme un étranger, pas même comme un sauveur, mais comme un homme qui était resté. Cette nuit-là, il ne partit pas. Il s'assit près du feu après que la fillette se fut endormie, son manteau soigneusement plié sur le dossier de la chaise. Claire lui offrit une tasse de café et il la prit avec le plus petit des hochements de tête. Ils ne parlèrent pas, mais les mots n'étaient plus nécessaires. Le crépitement du feu, le doux sifflement de la neige fondant sur le toit, c'étaient les choses qu'ils comprenaient. Dehors, la neige continuait de tomber, mais plus doucement maintenant, presque tendrement. À l'intérieur, le temps se plia autour d'eux. Le lendemain matin,
Elle le trouva en train de fendre du bois dans la cour avant l'aube, les manches retroussées, les cheveux humides de neige. Il bougeait comme un homme qui avait connu le labeur toute sa vie et l'avait choisi, non pour survivre, mais pour donner un sens. Elle prépara 3 tasses de thé, une pour elle, une pour sa fille, et une pour l'homme qui n'avait pas de nom, mais avait construit une place dans leur vie comme un deuxième foyer. Plus tard, ce jour-là, elle le surprit en train de renforcer discrètement le mur arrière de la cabane. Elle n'avait pas demandé, mais il avait remarqué la façon dont il bougeait au vent. Elle commença à sortir ses outils sans qu'on le lui dise. Il réparait ce qui était faible, elle plantait ce qui pouvait pousser. À la fin de la semaine, la neige avait commencé à fondre par endroits et les premiers signes de terre apparaissaient près de la base du porche. Claire le prit comme un signe. Elle défricha une petite parcelle sur le côté de la cabane et pressa des graines dans la terre froide. Des herbes pour la plupart, restées du printemps dernier. Peut-être prendrait-elle, peut-être pas. Il ne demanda pas ce qu'elle faisait. Il observa simplement, puis lui tendit un seau d'eau sans un mot. Une nuit, alors que sa fille dormait, elle se retrouva à tracer la courbe d'une cuillère en bois qu'il avait sculptée. Les bords étaient bruts, mais le soin était là, dans la forme, l'équilibre, la façon dont elle reposait dans sa main, comme si elle y avait toujours appartenu. Elle sortit et le trouva assis sur le porche, fumant une pipe oubliée depuis longtemps. Il ne leva pas les yeux, mais elle s'assit à côté de lui quand même. « Je crois qu'elle vous aime bien », murmura Claire. Toujours le silence. « Mais ce n'est qu'une enfant. Elle n'a pas appris à avoir peur de ce qu'elle ne comprend pas. » Finalement, il parla, d'une voix basse, éraillée. « Ni vous », elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se pencha en arrière et regarda les étoiles apparaître à travers les nuages qui s'éclaircissaient. La nuit était encore froide, mais elle ne pesait plus. Elle les enveloppait comme une lourde courte pointe, cousue de silence et de souffle partagé. Le poids de la chaleur était plus lourd que le froid ne l'avait jamais été, et elle apprenait à le porter. Un foyer retrouvé. Le printemps n'arriva pas d'un coup. Il s'insinua lentement, comme un homme non invité mais nécessaire. La neige s'éclaircit. Le toit cessa de gémir. Les nuits gardèrent la chaleur plus longtemps, et la pile de bois de chauffage commença à diminuer plus lentement qu'elle ne grandissait. Claire se tint dehors un matin, ses bottes s'enfonçant doucement dans la terre molle au lieu de la glace. Le jardin qu'elle avait planté montrait de timides pousses vertes. La vie, de nouveau, là où la mort avait campé. Elle se tourna pour trouver sa fille poursuivant un papillon, et lui, silencieux comme toujours, réparant le poulailler qui n'avait pas abrité de poules depuis 2 hivers. Il n'était pas parti une seule fois depuis le jour où les hommes étaient venus. Il n'y eut aucune discussion à ce sujet, aucune entente, aucune question posée. Il resta simplement. Certaines nuits, il retournait encore à sa propre cabane. Mais le plus souvent, elle le trouvait endormi dans la chaise du coin, les bras croisés, le chapeau penché, non pas gardant, non pas intrusif, juste présent. Elle avait commencé à préparer ses affaires le matin, sa cuillère, sa tasse, un chiffon propre. Non pas parce qu'elle jouait à la maîtresse de maison, mais parce que, d'une certaine manière, il vivait déjà ici. Un soir, Claire trouva sa fille assise sur le sol à côté de lui, le regardant sculpter. Il sculptait lentement, avec intention, une petite figurine, un animal peut-être. La fillette ne parlait pas, elle observait simplement, comme si elle mémorisait chaque mouvement de ses mains. Plus tard cette nuit-là, Claire demanda « Est-ce que le fait d'être seul vous manque ?» Il réfléchit un instant, puis « Je n'ai jamais été seul. J'ai juste été laissé pour compte. » Elle ne parla plus. Elle traversa simplement la pièce et plaça une couverture pliée près du feu. Un petit geste, un simple geste. Mais quand elle se retourna, il la regardait, non pas comme un homme qui avait besoin d'aide, mais comme quelqu'un qui avait enfin trouvé une personne qui le voyait. Le lendemain matin, Claire ouvrit la porte et trouva quelque chose de nouveau. Un poteau indicateur, fraîchement planté au bord de la clairière. Il n'y avait pas de mots, juste une petite sculpture en haut, 3 figurines, une grande, une petite, une au milieu. Côte à côte, elle passa ses doigts sur le bois, le souffle coupé. Cet après-midi-là, elle empaqueta le peu qu'il leur restait dans l'ancienne cabane. Les outils cassés, les casseroles rouillées, et les transporta jusqu'à la crête.
Il ne demanda pas pourquoi. Il dégagea simplement un espace à l'intérieur. Cette nuit-là, alors que la pluie tapait contre le toit solide de sa cabane, maintenant leur cabane, Claire borda sa fille dans un lit construit pour deux et se tint près du feu, le cœur rempli. L'homme bougea de sa chaise et se dirigea vers la porte, s'arrêta, regarda en arrière. Il ne dit pas « Vous êtes chez vous maintenant ». Il n'en avait pas besoin. Elle était déjà chez elle, parce que la maison n'était pas faite de murs, c'était des mains qui restaient. Et un silence qui vous tenait quand les mots ne le pouvaient jamais. Avant de partir, si cette histoire a remué quelque chose de silencieux en vous, un souvenir, un espoir, ou simplement un rappel que même dans le silence, la gentillesse est la plus éloquente, prenez un instant et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous ce qui vous a marqué. Vos mots pourraient être la chaleur dont quelqu'un d'autre a besoin ce soir. Et si vous croyez que le monde a besoin de plus d'histoires comme celle-ci, cliquez sur « S'abonner ». Cela signifie plus que vous ne l'imaginez. Cela nous dit que vous écoutez. Cela nous dit de continuer. Et nous le ferons. De nous tous ici, merci d'avoir regardé. Nous serons là à attendre, avec la prochaine histoire qui pourrait bien rester avec vous pour toujours.